Mon cher père, je profite du trajet retour vers Bruxelles pour t'écrire, puisque se parler devient difficile. Nous nous sommes encore quittés fâchés, et j'en suis désolé. Depuis que ce maudit virus est arrivé, les sujets de discorde ne manquent pas. Nous n'avons pas la même vision de ce qui nous arrive. Moi, je crois que les décisions prises pour arrêter la propagation du virus ont largement dépassé le cadre de la santé publique. J'ai le sentiment que nous fonçons droit vers un monde hygiéniste et hyper contrôlé, où nos enfants ne seront plus que des numéros. J'ai peur qu'ils ne connaissent jamais l'insouciance et la liberté dont nous avons profité pendant 60 ans. Peut-être est-ce pour le pire, peut-être pour le meilleur, tout dépend du monde dont on rêve. Ce qui nous a vraiment contrariés ce matin, c'est l'éditorial du journal auquel tu es abonné. J'avais demandé à maman de me garder l'édition papier. Tu m'as écrit que tu étais d'accord avec le journaliste, pourtant peu nuancé. Pour des raisons non scientifiques, les opposants au vaccin, abreuvés de théories complotistes, freinent la diffusion des vaccins. Ces égoïstes sont devenus les alliés objectifs du virus. Ce papier est une véritable incitation à la haine envers les non-vaccinés, des boucs émissaires tout désignés. Les autorités ont toujours stigmatisé les non-vaccinés, ces irresponsables qui remplissent les hôpitaux. Écoute ce que disait Elio Di Rupo en septembre dernier. Les personnes qui sont hospitalisées, on se rend compte que 98% des personnes sont des personnes hospitalisées qui ne sont pas vaccinées ou qui n'ont qu'une seule dose. Il ne faut pas de preuve plus évidente, c'est la vaccination qui aujourd'hui est l'unique solution pour ne pas être contaminé et pour tenter progressivement d'éradiquer le virus. Il y a là 3 affirmations assez discutables. 98% des personnes... Le ministre se réfère à une étude de Cienzano conduite entre janvier et août 2021. Or, lors de la 3e vague, moins de 10% de la population était vaccinée. Il est donc logique que la majorité des lits étaient occupés par des patients non vaccinés. Sortir ce chiffre en septembre, c'est malhonnête, parce qu'à ce moment-là, près de 28% des hospitalisés étaient vaccinés. C'est la vaccination qui aujourd'hui est l'unique solution pour ne pas être contaminé. Non, les personnes vaccinées continuent à être contaminées et contaminantes. En septembre, c'était déjà limpide sur les courbes statistiques des pays qui ont vacciné avant nous. Aux États-Unis et en Islande, une nouvelle vague de contamination est apparue alors qu'on vaccinait en masse. C'était encore plus flagrant aux Seychelles. Et pour tenter progressivement d'éradiquer le virus. Encore une fake news, comme le confirme une spécialiste des vaccins, membre du Conseil supérieur de la santé. Que l'éradication d'un virus respiratoire SARS-CoV-2, ça c'est de la foutaise, hein, c'est pas possible. 3 fake news en 30 secondes pour le ministre-président et aucune censure sur YouTube. Les plateformes et les réseaux sociaux s'en prennent plutôt à ceux qui ont le courage de mettre en doute le discours officiel. Censurés, conspués par certains confrères, cantonnés aux médias alternatifs, des dizaines de spécialistes et de soignants sont ostracisés. Quand j'ai posé des questions sur le vaccin, j'ai été classé parmi les anti-vax. Alors quand on a passé 50 ans de sa vie à promouvoir les vaccins, on a quand même un peu de difficulté à encaisser ça. Certains ont même été poursuivis. C'est le cas d'un chirurgien que j'ai rencontré, le docteur Collignon. J'ai été convoqué à l'ordre des médecins sur base d'une plainte parce que je prescrivais de l'ivermectine, d'une part, et que je tenais des propos anti-vax en public. J'ai plaidé coupable. J'ai plaidé coupable pour 2 raisons. C'est parce que je suis fier d'avoir eu ce comportement. J'ai plaidé coupable sur le plan des prescriptions et j'ai plaidé coupable parce que ce plan de vaccination viole de très grands principes du droit naturel qui sont traduits dans des textes de loi qui font autorité. Le premier, c'est qu'il viole le secret professionnel.
Le deuxième, c'est qu'il viole considérablement les droits du patient, parce que la loi du 22 août 2002 dit clairement que le patient doit, après avoir été examiné correctement par un médecin compétent, être informé intelligiblement des risques et des avantages d'un traitement et y consentir librement. Tous ces principes fondamentaux ont été totalement bafoués. Le plan de vaccination a été critiqué au sein même de l'Ordre des médecins. J'ai rencontré un de ses membres, le docteur Boxo. En effet, je donnais une interview à un journaliste du soir, c'était au début du mois de mars 2021, où j'ai dit que le plan de vaccination puait le totalitarisme. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois que l'on a contraint, entre guillemets contraint, on leur a pas mis un flingue sur la tempe, mais l'INAMI, donc les mutuelles, a donné des listes de patients à risque. Ça m'a déplu. Moi, ce que je voulais, ce que j'espérais, c'est qu'on demande aux médecins traitants d'avoir une discussion avec les patients, et notamment les patients à risque, et sur base des listes que fourniraient les médecins traitants avec l'accord de leurs patients, permettre d'avoir ce contact. Maintenant, attention, c'est très facile de faire le procès des gens après coup. Je peux comprendre qu'il l'ait fait. Je le regrette. Pendant les premières semaines de l'épidémie, les généralistes n'ont pas pu recevoir leurs patients. Je me demande comment tu aurais réagi si tu pratiquais encore. Est-ce que maman aurait pensé de cette campagne vaccinale? Quand tu étudiais avec ta future épouse à l'université de Liège, c'était le début des grandes campagnes de vaccination contre des maladies comme la polio. Mais toute comparaison entre le virus de la polio et les coronavirus est une fumisterie. Et les vaccins à ARN messager n'ont rien à voir avec ceux découverts à ton époque. On nous assure que les vaccins Covid ont été développés très rapidement grâce à des moyens colossaux mis en œuvre. Ni la qualité, ni la sécurité n'auraient été négligés. Ce n'est pas ce que j'ai lu dans des enquêtes indépendantes sur les essais cliniques menés par Pfizer-BioNTech. Plusieurs soucis ont été détectés dans la méthodologie. J'ai eu en ligne l'auteur d'un rapport très critique, une spécialiste des essais cliniques, la biostatisticienne Christine Coton. Au moment, en décembre 2020, quand on dit « Oh ben tiens, on va vacciner les plus de 75 ans, c'est les plus fragiles », il n'y a aucune efficacité démontrée du vaccin sur les plus de 75 ans par manque de cas. C'est-à-dire que dans l'essai, ils n'ont pas assez de cas Covid pour prouver une différence. Il y avait quand même de quoi redire en termes méthodologiques pour quelqu'un qui travaille dans une agence. Mais l'Agence européenne du médicament, elle s'entoure de gens comme vous. Donc comment se fait-il qu'ils n'ont pas alerté sur la faible fiabilité des essais cliniques ? Ah ben ça, c'est toute la question. Tu me contestes le droit de parler des vaccins puisque je ne suis ni scientifique ni médecin. Mais combien d'entre eux ont eu le temps de regarder la notice du vaccin Comirnaty commercialisé par Pfizer? Je te mets le document en copie. La toxicité sur les fonctions de reproduction et de développement a été évaluée chez le rat. Aucune étude de génotoxicité ou de cancérogénicité n'a été réalisée. Tu te souviendras qu'en début de campagne vaccinale, certaines personnes avaient reçu par erreur 2 injections d'un produit différent. En un temps record, les autorités sanitaires avaient conclu que ça ne posait aucun problème. Lorsque la saison de la grippe est revenue, on a proposé d'injecter en même temps aux seniors le vaccin Covid et le vaccin contre la grippe, un dans chaque bras. Pourtant, dans la notice du vaccin Comirnaty, on peut lire ceci. L'administration concomitante de Comirnaty avec d'autres vaccins n'a pas été étudiée. Est-ce que c'est devenu ça la médecine? On essaye et puis on verra bien? Chers voyageurs, nous arrivons en gare de Liège-Guillemins. Parmi les jeunes qui vont monter à Liège, combien ont fait leur 3e dose pour avoir la paix et combien pour espérer être protégés de l'infection? Les rapports de notre Institut de santé publique, Sciensano, révèlent des choses étonnantes pour qui sait les lire. C'est le cas d'un spécialiste des statistiques et ancien président de l'école de santé publique de l'ULB. J'ai rencontré chez lui le professeur De Brouwer, aujourd'hui retraité. Je voulais vous montrer ceci, ça c'est assez curieux. C'est les fameux graphiques de Sciensano. Ici, vous avez les chiffres bruts. Et on voit que les nouveaux cas sont infiniment plus importants chez les personnes qui ont reçu le booster que chez les personnes qui sont restées à 2 doses par rapport aux personnes non vaccinées. Et ici, ils font des incidences cumulées.
On voit par exemple qu'effectivement, proportionnellement, il y a plus chez les jeunes de personnes infectées lorsqu'ils ont été boostés que des personnes non vaccinées. Ça veut dire que les personnes sont hypersensibles à l'infection lorsqu'ils sont vaccinés. Ça correspond aux chiffres anglais. Donc il n'y a rien de particulier là-dedans. Mais on n'ose pas le dire. Et alors qu'est-ce qu'on fait? On met non détectable. Et c'est un mensonge, puisqu'il détecte effectivement quelque chose. Donc l'efficacité vaccinale n'est plus détectable. Évidemment qu'elle n'est plus détectable, puisqu'elle montre une efficacité négative. Ça, c'est pour les cas. Mais regardez ici. Pour la moyenne journalière du nombre de nouvelles hospitalisations, non détectable. Expliquez-nous ça en termes... Eh bien, votre risque d'être hospitalisé pour le Covid lorsque vous êtes vacciné est plus important que le risque d'être hospitalisé pour le Covid si vous n'êtes pas vacciné. 10 jours après cette rencontre, la situation s'était encore empirée. C'est désormais 9 données sur 12 que Scienza No indique comme non détectables. Un journaliste du média BAM a repris les chiffres officiels bruts et calculé une efficacité négative dans la plupart des tranches d'âge. J'ai demandé une réaction à Scienza No qui a répondu par mail. En résumé, l'Institut s'appuie sur 2 études pour démontrer que la vaccination reste efficace. Mais ces études datent d'1 an avant qu'apparaisse le mot non détectable dans les rapports de Scienza No. Ça, c'est une instrumentalisation évidente. Elle est politique? Elle est probablement politique, oui. Comment est-ce qu'un Premier ministre ou un ministre de la Santé peut venir devant la population aujourd'hui disant « vous savez, dans certaines tranches d'âge, le vaccin est dangereux ». Scienza No est payé par le gouvernement, donc c'est pas un institut indépendant du gouvernement. Enfin, c'est de l'autocensure, si vous voulez. Ça arrive très souvent, l'autocensure. Hein. On se dit, mais si je marque des chiffres, ça va faire une catastrophe en Belgique. Je pense que la catastrophe, c'est que les gens n'ont plus aucune confiance devant les experts, devant le politique, devant les médias. Mais vous voyez, aujourd'hui, les journaux disent « Ah, mais vous savez, il y a 6 mois, on disait que les non-vaccinés, c'était des salauds, on ne devait même pas les hospitaliser, on n'a qu'à crever chez eux, etc. » Et aujourd'hui, on vient avec ça. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas que les statistiques qui peuvent servir un discours politique. Les sondages sont aussi susceptibles d'influencer l'opinion publique. Fin 2021, le grand baromètre Le Soir RTL Ipsos annonce que le Belge approuve l'idée de limiter les libertés des non-vaccinés. Sauf que les sondeurs n'ont pas interrogé les Belges, mais les Belges vaccinés. Un biais considérable. Suite à une plainte au Conseil de déontologie journalistique, plusieurs médias ont rectifié. Pourtant, un mois plus tard, RTL continuait d'ignorer la nuance. Et alors, selon le grand baromètre RTL Info, le soir du mois dernier, 68% sont favorables à la limitation des libertés des non-vaccinés, par exemple. Une certaine forme de désinformation s'exerce aussi quand les autorités donnent un compte-rendu partiel et partial des mouvements de résistance aux mesures sanitaires. J'avais filmé la manifestation du 5 décembre où des milliers de personnes s'étaient rassemblées à Bruxelles. Peut-être pas 50 000 comme l'ont prétendu les organisateurs, mais certainement davantage que 8 000 comme l'a dit la police. Un chiffre repris par la télévision publique. Frustrés de lire sur leur smartphone que l'affluence était sous-estimée, des manifestants se sont dirigés vers la RTBF pour espérer être entendus. En matière de désinformation, tu avais peut-être regardé cette émission spéciale sur RTL où notre Premier ministre se trouvait face aux jeunes. Pour les rassurer, il avait lâché cette phrase. Les vaccins qui ont été approuvés en Belgique, combien de cas il y a eu d'effets secondaires? Il n'y en a eu pratiquement pas. Il y a eu 1 cas sur, au total, plus que 10 millions de vaccins qui ont été administrés en Belgique. Donc, j'ai vérifié le soir même. L'Agence fédérale du médicament avait déjà enregistré plus de 14 000 signalements d'effets indésirables, dont 9 800 graves. Sur 227 décès rapportés, l'agence reconnaît qu'au total, 4 d'entre eux sont considérés comme probablement liés au vaccin. Est-il possible qu'un Premier ministre soit mal informé?
Ou bien se croit-il autorisé à dire n'importe quoi à la télé, et ceci dans ce qu'il pense être l'intérêt supérieur de la nation, à savoir la vaccination de toute la population? C'est aussi un choix de non-solidarité. En tout cas, il y a un problème dans notre pays quant à la notification des effets indésirables. Vous voyez ici, c'est la base de données européenne des rapports d'effets indésirables, susceptibles, etc. C'est EudraVigilance. J'ai repris le nombre de vaccinations réalisées par ces pays, ce qui me permet de faire un pourcentage d'effets secondaires. Donc vous voyez que aux Pays-Bas, 0,7% d'effets secondaires après la vaccination, c'est énorme. Et en Belgique, on est à 1,5 pour 1000. Donc cela veut dire qu'en Belgique, on devrait déclarer 80% en plus d'effets secondaires pour être au niveau des Pays-Bas. Je vois à ma consultation arriver une jeune fille qui a fait une thrombose ilio-fémoro-poplitée massive. Et elle l'a faite 2 jours après son vaccin. Et le rapport d'hospitalisation qui me parvient dit thrombose veineuse profonde, non pas sur vaccin fait 2 jours avant, mais sur une pilule contraceptive, donc œstroprogestative. Évidemment, dans ces conditions, il n'est pas pensable d'enregistrer ce cas à la pharmacovigilance, puisqu'il est clairement dans le protocole lié à la pilule contraceptive. Cette patiente évolue pas mal jusqu'au jour où elle est invitée à faire sa 2e dose de vaccin. Elle téléphone donc à son chirurgien qui l'avait fibrinolisé, qui lui dit « Oui, vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème », et elle rethrombose tout. Elle n'est toujours pas enregistrée dans les fichiers de la pharmacovigilance. C'est choquant, parce que la pharmacovigilance ne nous demande pas de démontrer. Il faut dire, voilà, après tel traitement, j'ai tel effet secondaire. Est-ce le traitement ou pas? Ce n'est pas à nous de juger. C'est aux analystes statisticiens de voir si cette complication est arrivée plus souvent avec ce produit que sans le produit. C'est tout. Je me suis rendu à l'Agence fédérale du médicament pour avoir une réaction au propos du docteur Collignon. Voici ce qu'en dit un spécialiste de la pharmacovigilance, Thierry Roisin. Ma réaction est qu'il est évidemment regrettable que le cas n'ait pas été notifié par l'hôpital. J'en profite ici pour refaire un appel aussi bien aux professionnels qu'aux citoyens de vraiment les encourager à notifier les réactions, et certainement ce type de réaction. Nous pourrons à ce moment-là au moins avoir un certain nombre d'informations, essayer à partir de là de documenter le cas, même si évidemment il eût été plus facile si l'hôpital avait notifié la réaction. Donc ce sont des choses choquantes, parce que c'est aussi une espèce de négation de la réalité et de la souffrance des gens. À votre avis, à quoi est-ce que c'est dû, ce déni? C'est une véritable conviction dans le chef de certains de mes confrères que le vaccin ne peut pas donner d'effets secondaires. Et ça, je vous avoue que j'ai beaucoup de difficultés à comprendre. La deuxième chose, c'est que, évidemment, la promotion du vaccin est présentée comme une obligation. Tout médecin qui délivrerait des informations au public qui sont contraires à l'état actuel de la science seront sévèrement poursuivis. Et l'état actuel de la science, c'est que le vaccin est une merveille qui n'a aucun effet secondaire. Eh bien, c'est pas vrai. Ce qui nourrit nos désaccords, toi et moi, c'est avant tout une question de point de vue. Dans ce train d'où je t'écris, il y a des passagers qui voient des choses se rapprocher et d'autres qui les voient s'éloigner. Chacun interprète ce qu'il observe d'après sa position. Je comprends qu'avec ton expérience, tu n'aies pas la même vision que moi sur cette crise et la campagne vaccinale. Je relis nos échanges pour trouver des points de convergence. Il y a un an, tu m'avais écrit « La vaccination des jeunes, elle est peut-être inutile, mais elle est aussi inoffensive chez eux. On en est désormais moins sûr. » Dans le journal L'Écho, j'ai lu que Frank Vandenbroek avait commandé plus de 300 000 doses de vaccins pédiatriques, et ce, avant d'avoir reçu l'avis du Conseil supérieur de la santé. Il me semble qu'avant l'ère Covid, on démissionnait des ministres pour moins que ça. D'autant plus facilement que de grandes revues scientifiques alertent sur un risque supérieur aux bénéfices pour les adolescents et les enfants. Je me demande parfois si notre ministre de la Santé est bien conseillé. Conclusion de grâce que
tout un chacun se fasse vacciner, aussi les enfants entre 12 et 17 ans. Ils doivent absolument se faire vacciner pour protéger leurs parents, pour protéger leurs enseignants. Et aujourd'hui, on voudrait les vacciner parce que c'est un réservoir important pour nous. Eux, ils risquent quasiment rien, voire rien du tout. Mais on voulait les vacciner pour nous. J'étais totalement opposé à cette façon de voir. On va exposer des enfants qui ne risquent rien à des effets immédiats, et on sait qu'il y a des myocardites, qu'il y a des péricardites, qu'il y a des thromboses, pour protéger des gens de 80 ans. C'est purement et simplement un scandale. Qu'est-ce qui se passe dans les organes de direction d'une grande démocratie quand on en arrive à des choses de ce genre? Je reviens à ce qui me préoccupe aujourd'hui, l'avenir de nos enfants et petits-enfants. Cela fait 2 ans que leur vie sociale a été réduite de manière drastique. Écoles fermées, cours à distance, restriction des activités parascolaires, annulation des festivités et des voyages, des tests à tout bout de champ, un chantage à la vaccination, un QR code pour aller boire un verre. Je n'aurais pas voulu avoir 20 ans en 2020. Je me souviens d'un mail que tu m'avais écrit. J'espère que tu vas te retenir de participer à la Surboom 2, provocation puérile qui va servir de terreau aux casseurs, et surtout, l'occasion pour le Covid-19 de reprendre vigueur parmi les participants. Je n'ai plus 20 ans et je t'ai évidemment désobéi. Respectez les bulles en vigueur et gardez la distance sociale. Continuez à prendre soin de vous et des autres. N'en déplaise aux vérocrates, aucune remontée des cas n'a été constatée après ce grand rassemblement festif. Les fêtards ont espéré un moment rallier la police à leur cause, celle d'une liberté retrouvée. Que se serait-il passé si les forces de l'ordre avaient laissé faire plutôt qu'intervenir de manière musclée et disproportionnée? En face, évidemment, l'occasion était trop belle pour ceux que tu appelles les casseurs d'en découdre avec la police. Les dérapages policiers avaient débuté dès la première boum et se sont répétés à chaque manifestation. Si tu avais assisté à tout ça, tu te serais demandé comme moi si notre pays n'avait pas rejoint la liste des régimes autoritaires. Écoute ce que m'a dit un juriste, l'avocat Arnaud Janssen. Il y a eu ce que j'estime à titre personnel des dérapages autoritaires, mais nous ne sommes pas rentrés dans un état policier pour autant. Ça ne s'est pas institutionnalisé. Arnaud Janssen fait partie du collectif Lawyers for Democracy qui s'inquiète des entorses à l'état de droit. J'avais d'ailleurs réfléchi à un article dont le titre était « La tentation autoritaire ». Dans toutes les mesures où on déroge aux droits humains et aux libertés fondamentales, on ne disait pas « Ne vous inquiétez pas, c'est très temporaire, on va y mettre fin, on va tout rétablir ». L'absence de ce message m'a fort interpellé. On se fiche totalement de l'état de droit dans la manière dont on adopte les mesures. Et le cadre n'est pas un obstacle aux mesures, c'est une aide à la décision. Et ce que nous dénonçons dans ces collectifs de juristes trouve des échos dans les études internationales. Mais c'est passé au bleu. Vous parlez de ça aux politiques, il ne veut pas l'entendre ou il ne peut pas l'entendre. Au motif de l'urgence sanitaire, ce sont les exécutifs qui ont imposé toute une série de mesures. Nos parlementaires se sont spontanément réduits au silence, comme s'ils avaient respecté à la lettre les mesures de distanciation sociale à l'égard de la population. Pendant des mois, ce sont des pouvoirs spéciaux et des décrets qui ont régenté la société. C'est sans doute toi qui m'as appris le mot le plus long de la langue française. On peut enfin le placer. De nombreuses mesures ont été prises anticonstitutionnellement. Pendant plus d'1 an, la crise a été gérée par arrêté ministériel.
Une loi encadre désormais l'application des mesures sanitaires en cas de pandémie. Mais qui va décider si nous sommes en pandémie ou non? L'OMS? Des experts belges? Comment seront-ils désignés? N'auront-ils pas une gestion focalisée sur leur seule spécialité? Leur avis ne sera-t-il pas influencé par les laboratoires pharmaceutiques qui financent leurs institutions? Ces questions ont été peu débattues au Parlement. Ça peut pas continuer comme ça. Ce qui a beaucoup agité les juristes et les politiques, c'est la vaccination obligatoire. Le ministre de la Santé a fait le forcing pour tenter d'imposer une obligation vaccinale, lui qui a pris goût au pouvoir discrétionnaire. Mais on sait ce qu'il faut faire. Il faut vacciner. Il y a enfin eu débat sur cette question à la Chambre et on peut s'en réjouir. Mais au moment où l'attention était portée au niveau fédéral, le Parlement wallon a voté un décret dans une relative discrétion. L'article 18 de ce texte laisse la porte ouverte à l'obligation vaccinale au niveau régional. Des milliers de personnes ont défilé dans les rues pour contester l'obligation vaccinale et d'autres mesures liberticides. Des initiatives plus juridiques, plus symboliques, plus festives ont également tenté de provoquer le débat. Tout ça, pourquoi? Le pouvoir est resté sourd aux appels à davantage de démocratie, de rationalité, à plus d'humanité. Tu sais, j'y étais. Et ce qui a rassemblé ces gens, c'est surtout la crainte que se développe chez nous un régime de plus en plus autoritaire. Une dictature sanitaire? Pour en discuter, j'ai rencontré Matthias De Smet, professeur à l'université de Gand, spécialiste de la psychologie des masses. I don't think in this case the term dictatorship is technically correct. Je ne pense pas que le terme dictature soit techniquement correct. Il est plus juste de parler de l'émergence d'un système totalitaire. L'État totalitaire a une emprise beaucoup plus forte sur la vie privée des individus. Une grande partie de la population, disons environ 30%, croit fanatiquement et aveuglément à un certain narratif, un certain récit qui conduit à un phénomène de masse. Et ce groupe est généralement prêt à faire en sorte que les autres s'en tiennent au récit. Si on regarde les détails psychologiques plus techniques, cela ne signifie pas qu'ils croient vraiment que le récit est juste ou scientifiquement fondé. Ils se contentent de suivre le récit parce que le récit conduit à un nouveau lien social. Matthias De Smet explique en spécialiste ce que j'ai pu simplement constater au quotidien. De nombreuses personnes, du ministre au simple citoyen, m'ont semblé avoir perdu un certain bon sens, comme si elles avaient été hypnotisées. Comment cela a-t-il été possible? La principale raison pour laquelle la crise Corona a eu cet effet psychologique spectaculaire qui a rendu les gens complètement aveugles, qui les a poussés à croire et à accepter les mesures et les récits les plus absurdes, c'est qu'en premier lieu, il y avait un grand nombre de personnes qui se sentaient isolées socialement. Si, dans ces conditions, un récit est diffusé dans les médias indiquant un objet d'anxiété et une stratégie pour gérer cet objet d'anxiété, quelque chose de très spécifique se produit. Toute cette anxiété flottante dans la population peut se connecter à l'objet indiqué dans le narratif. Il peut y avoir une énorme volonté de suivre le récit et les mesures stipulées dans le récit. Une fois que le récit est diffusé, indiquant un objet d'anxiété, et que les gens participent à cette stratégie, ils pensent avoir le contrôle, ce qui leur permet de mentalement maîtriser leur anxiété.
Et puis, dans un deuxième temps, quelque chose d'encore plus important se produit. Comme un grand nombre de personnes participent simultanément, un nouveau type de lien social émerge, qui libère les gens de leur état d'isolement social. Cela signifie donc que le phénomène d'émergence de masse résout d'une manière ou d'une autre tous les problèmes psychologiques dont souffraient les gens. Cela les libère de l'isolement social. Elle donne un nouveau sens à leur existence et elle crée un nouveau lien social. Comme cette Ligue des 11 millions de Belges qui va combattre le virus. C'est ça, une vraie équipe. Une équipe de 11 millions. Tous ensemble, pour vaincre le coronavirus. Je crains que tu aies subi malgré toi ce que Mathias De Smet appelle l'effet de masse. Privé des parties de bridge avec tes amis, isolé socialement, maintenu dans une anxiété permanente par les médias, je t'ai senti adhérer complètement à ce récit fédérateur où la solidarité allait nous aider à tenir le coup jusqu'à l'arrivée du vaccin Salvator. Cette promesse t'a sans doute aidé à surmonter l'isolement et l'anxiété, et c'est tant mieux. Moi, tu le sais, je n'ai pas suivi le courant. Non par manque de solidarité, mais à cause de cette campagne de communication qui m'a paru d'emblée disproportionnée. C'est pour ça que je tente de te dire mes craintes. Éteins la télé, papa. Regarde par la fenêtre. La crise sanitaire est terminée. Depuis des mois, c'est de la politique. Il y a en tout cas un point sur lequel nous sommes d'accord, toi et moi. Des bénéfices scandaleux ont été réalisés par l'industrie pharmaceutique sur le dos de la collectivité. Les labos se sont spécialisés dans les effets d'annonce pour motiver les investisseurs et rassurer les pouvoirs publics. Rappelle-toi, Pfizer avait déclaré que son vaccin était efficace à plus de 90%. Un chiffre que les spécialistes intègres avaient aussitôt relativisé, mais qu'importe. Les gouvernements et les médias avaient relayé le communiqué sans sourciller. Le groupe américain Pfizer annonce un vaccin efficace à plus de 90%. Cette annonce a fait s'envoler les marchés boursiers. Une bonne nouvelle pour les deux laboratoires à la recherche de fonds pour développer leur vaccin. Tu n'as jamais beaucoup boursicoté et moi pas du tout. J'ai donc été étonné des infos qu'on trouve sur le net. Pour développer son vaccin, Pfizer s'est associé au labo BioNTech, coté en bourse. Sur le site officiel de BioNTech, regarde la page dédiée aux investisseurs. La firme est tenue de les informer sur les risques liés à ces produits. On peut télécharger un document qui dit ceci. Nous pourrions ne pas être capables de démontrer une efficacité suffisante ou la sécurité de notre vaccin Covid-19 et les formulations spécifiques aux variants pour obtenir l'approbation réglementaire permanente. En clair, Pfizer-BioNTech ne garantit pas à ses actionnaires que son vaccin est sûr et efficace. C'est pas le discours qu'elle tenait un an plus tôt à la presse. Peut-être BioNTech et Pfizer seront-elles un jour inquiétées pour avoir mené de manière incomplète les études cliniques qui leur ont permis de décrocher la timbale. Pfizer est un habitué des procédures judiciaires. Pour échapper aux poursuites pour fausses déclarations, charlatanisme ou corruption, la firme a déjà déboursé plus de 10 milliards de dollars. Ces ennuis judiciaires n'ont pas empêché la Commission européenne de faire confiance aux géants américains. La Commission a conclu un troisième contrat avec BioNTech Pfizer pour environ 1,8 milliard de doses. Au total, la Commission aura commandé 4,2 milliards de doses, tous fabricants confondus. Je suis en train de faire un petit calcul. 4 milliards 200 millions de doses divisé par 447 millions d'Européens égale 9,4. C'est le nombre de doses de vaccin que recevra chaque Européen, nourrisson compris. On ne pourra pas reprocher à Mme von der Leyen de n'avoir pas anticipé, elle qui en parallèle réfléchissait à rendre la vaccination obligatoire. Comment pouvons-nous encourager et potentiellement réfléchir à la vaccination obligatoire au sein de l'Union européenne? Tu te souviens que la Commission européenne avait levé plus de 7 milliards d'euros pour aider les firmes pharmaceutiques à développer les vaccins? Maintenant qu'ils engrangent des profits faramineux, ces industriels ne pourraient-ils pas rembourser les contribuables européens pour cette aide au démarrage? Ou bien est-ce que c'est ça les partenariats publics-privés?
l'argent public pour financer les bénéfices des actionnaires de Pfizer ou Moderna. Tiens, clique sur ce lien, ça va t'amuser. Cela s'est passé à Washington l'année dernière. L'Atlantic Council, une organisation américaine très influente, décerne ses awards aux business leaders de l'année. Madame von der Leyen est invitée à remettre un prix. À qui? Au patron de Pfizer. La situation est assez singulière. La présidente de la Commission européenne congratule son principal fournisseur. Je m'étonne qu'on n'ait pas été invités, toi et moi, parce que c'est avec l'argent public que la Commission européenne a acheté les vaccins Pfizer. Madame von der Leyen danse avec nos sous. On dirait que c'est des gens qui vivent dans un autre monde. Parce qu'il y a tellement de milliards en jeu. Je te présente une des rares députées européennes à garder son franc-parler, la Française Michèle Rivasi. C'est une oligarchie. C'est ces gens, ces élites qui se connaissent, qui se congratulent, etc. Non, il y a des limites. Elle est dans l'exécutif, elle doit être sur l'intérêt général, elle n'a pas à s'afficher avec les laboratoires pharmaceutiques. Et c'est le boulot à la fois des associations et des parlementaires de bien séparer les choses. Quand il y a eu la crise du Covid, on nous a fait voter, alors c'était autour de 2,5 milliards d'euros, pour justement préacheter des vaccins. Et après, ça a été l'opacité la plus totale. Enfin, il y a un minimum de débat, de démocratie, de transparence à avoir. Mais vous savez ce qui me touche le plus? C'est pourquoi mes collègues tapent pas plus le poing sur la table. Moi, ça m'intéresse de savoir comment est calculé le prix du vaccin, parce que qui va payer le prix du vaccin? C'est jamais gratuit. C'est la sécurité sociale, puisque c'est après chaque État membre qui va acheter des vaccins. Je ne comprends toujours pas pourquoi les parlementaires sont pas plus vigilants, plus exigeants, vous voyez, parce qu'on est démocratiquement élus. C'est la seule structure qui est élue démocratiquement. La démocratie, c'est toute une série d'étapes qu'il ne faut pas louper, parce que si on la loupe, eh ben, il y en a d'autres qui prennent le pouvoir. Et là, on s'est fait prendre le pouvoir par une minorité. Madame von der Leyen est mariée à Heiko von der Leyen, directeur médical d'une société de biotechnologie active dans les thérapies géniques. J'imagine que le couple partage une vision commune sur l'importance de l'innovation technologique en matière de santé. Et c'est probablement le cas des grands de ce monde. Qu'ils soient décideurs politiques, hauts fonctionnaires ou philanthropes milliardaires, ils prennent des décisions technocratiques pour notre bien et notre sécurité, mais sans nous demander notre avis sur les moyens d'y parvenir. Ils n'envisagent pas que des solutions puissent venir de la population elle-même, des communautés ou de leurs représentants. Que nous puissions nous appuyer sur nos propres forces, que nous soyons capables de nous responsabiliser. Au contraire, on a vu combien dans cette crise nous avons été infantilisés. L'invitation, ça veut dire que vous avez un contact avec la personne qui va venir manger chez vous ou que vous allez recevoir pour prendre un café, par exemple. Alors essayez de songer, comme vous le faites à table en mettant des serviettes, de fournir aux gens un réceptacle, une enveloppe, par exemple, dans lequel ils pourront mettre leur masque. On va se désinfecter les mains, bien sûr, après avoir manipulé son masque. Ça veut dire qu'au niveau de la table, eh bien, il y aura une bouteille de vin ou de bière, si vous en prenez, une bouteille d'eau, et il y aura aussi une bouteille de gel hydroalcoolique. Ce sera une bouteille de plus. Les experts et les dirigeants nous ont imposé toute une série de mesures, malgré l'absence d'évaluation sur leur réelle efficacité. Alexander De Croo n'est pas aussi drôle qu'Ivan Latem, mais il ne s'embarrasse pas non plus de justifications scientifiques dans ses déclarations. Cette épidémie est en train de devenir une épidémie des personnes qui sont non vaccinées. Alexander De Croo reprend ici un slogan diffusé simultanément dans le monde entier. Cela ressemble à une campagne de relations publiques bien orchestrée, dans laquelle notre Premier ministre joue sa partition. Regarde cette photo sur la page Facebook de la monarchie belge.
Elle a été prise en janvier 2020 au Forum de Davos, où se réunissent annuellement les gens les plus influents de la planète. Au centre droit, tu as Klaus Schwab, le patron du Forum économique mondial qui organise ces rencontres au sommet. Sophie Wilmès et Alexander De Croo posent avec nos souverains. Que savent-ils réellement de leur hôte? Klaus Schwab est un adepte convaincu du transhumanisme. Il voudrait augmenter technologiquement les limites de l'être humain. Monsieur Schwab s'exprime volontiers sur sa perception de l'avenir. J'ai lu son livre « La 4e révolution industrielle ». L'auteur est persuadé que l'intelligence artificielle va provoquer une révolution qui modifiera complètement notre rapport au travail, à la propriété et même à nos semblables. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. En janvier 2021, au Forum de Davos virtuel, Alexander De Croo s'était entretenu en téléconférence avec Klaus Schwab. De Croo a été un des Young Global Leaders du Forum économique mondial. Des personnalités charismatiques appelées à de hautes responsabilités. Wow, I could go on whole day. Dans un entretien enregistré à Harvard, Klaus Schwab s'était vanté d'avoir formé les jeunes leaders qui dirigent le monde d'aujourd'hui. Quand je mentionne le nom des nôtres, comme Madame Merkel et même Vladimir Poutine, etc., ils ont tous été de jeunes global leaders du Forum économique mondial. Mais ce dont nous sommes très fiers maintenant, c'est la nouvelle génération, comme le Premier ministre Trudeau, le président de l'Argentine, etc. Nous pénétrons leur cabinet. C'est vrai en Argentine et en France. Le président fut un jeune global leader. Dès le début de la crise sanitaire, Schwab y a vu, je cite, une opportunité étroite et unique de réinitialiser le monde. Je vois le besoin d'action, je vois le besoin d'un grand reset. Il en a d'ailleurs fait un livre sorti en 2020, Covid-19, la grande réinitialisation, dans lequel il livre sa vision de l'après-Covid. Les gens supposent que nous allons juste revenir au bon vieux monde que nous avons connu et que tout sera à nouveau normal. Revenir à nos habitudes, au bon vieux temps. C'est, disons, de la fiction. Ça n'arrivera pas. Cette année, dans son discours d'introduction au Forum de Davos, Schwab s'est exprimé comme un leader mondial, alors qu'il n'a aucune légitimité démocratique. Le futur est construit par nous, par une communauté puissante, comme vous, dans cette salle. Nous avons les moyens d'améliorer l'état du monde. À l'opposé des aspirations profondes d'une grande partie de la population, Klaus Schwab et sa communauté VIP nous préparent un futur hyper technologique. En 2017 déjà, le Forum économique mondial présentait ses prédictions pour 2030. Tu ne posséderas plus rien et tu seras heureux. Tout ce que tu voudras, tu le loueras et il te sera délivré par drone. Dans le magazine Forbes, le Forum a publié cette chronique d'une jeune femme qui se projette en 2030. Je ne possède rien, je n'ai aucune intimité et la vie n'a jamais été aussi belle. Pour Matthias De Smet, c'est une dangereuse illusion. Un être humain a besoin d'une certaine intimité. Il a besoin d'une certaine liberté, d'une certaine distance par rapport à l'autre. Cela vaut pour un petit enfant. Lorsque les parents éduquent un enfant dans les premières années, ils peuvent imposer leur volonté. Mais après un certain temps, l'enfant a besoin d'un certain espace de liberté, où il peut interpréter ce que les parents disent, où il peut être créatif, avec le conseil des parents. Un espace où il peut créer sa propre identité. C'est crucial. S'il n'y a pas un tel espace pour un enfant, il risque vraiment de se retrouver dans un état psychotique. Et c'est ce qui est aussi à risque au niveau de la société. Si les dirigeants de la société ou les institutions détruisent réellement toute vie privée et chaque espace qui permet aux gens de faire leur propre choix, d'être créatifs dans la vie, alors ils détruiront l'humanité elle-même et nous finirons dans un état désastreux. J'ai trouvé cette image du Great Reset dans le magazine Time.
À gauche, l'ancien monde. À droite, le monde que le Forum promet à nos enfants. Vélo, éoliennes et vaccins en quantité industrielle. La transition entre les deux est illustrée par le vaccin Covid-19. C'est précisément sur ce point que je tente d'attirer ton attention. Je crois que le vaccin Covid-19 n'a pas pour réel objectif de mettre fin à la pandémie. Non, pour moi, et je ne suis vraiment pas le seul à le redouter, la vaccination universelle est une aubaine pour ceux qui veulent imposer un nouveau modèle de société, une société de surveillance. Elle se met en place insidieusement, via le pass vaccinal, via un QR code, un contrôle numérique de la population mondiale. Tu me diras que ce raisonnement ne tient pas la route, puisque nos gouvernements ont déjà abandonné le pass sanitaire. Ce n'est pas exact. Il est juste suspendu et pourra être réactivé au premier nouveau variant ou à la prochaine maladie infectieuse. La Commission européenne veut d'ailleurs prolonger d'1 an le pass sanitaire. Le certificat, par exemple, digital européen, on veut le renouveler encore pour 1 an jusqu'en 2023. Pourquoi? S'il n'y a plus de crise, on arrête. Donc on sent bien que tout est en attente et qu'après, on va repartir sur un certificat de transport et puis on va repartir sur peut-être une obligation vaccinale. C'est le début à une numérisation de l'ensemble de nos données. Est-ce que vous payez bien vos impôts, hein? Est-ce que vous payez bien vos factures? On peut aller jusqu'à l'élimination des billets, vous voyez, de la monnaie. Parce qu'une fois que ça sera tout sur carte, eh ben on vous contrôle partout. Ces 2 ans de crise ont permis des avancées majeures en matière de contrôle. Les caméras qui reconnaissent les immatriculations ont été multipliées partout. Le paiement en cash a été découragé et parfois refusé. En 2021, le gouvernement a annoncé la fin du secret bancaire et c'est passé comme une lettre à la poste. L'enseignement n'a pas échappé à la mise en place d'un monde virtuel et contrôlé. L'année dernière, j'avais rencontré Anne Morelli, professeure d'histoire à l'ULB. L'université virtuelle, on essaie de nous la fourguer déjà depuis longtemps, supprimer les cours réels pour les remplacer par des capsules, par des vidéos, etc. Et l'occasion était magnifique de nous fourguer cette obligation d'avoir recours à l'université virtuelle. Dans d'autres domaines, il y a aussi évidemment des agendas qui peuvent être sous-jacents. Tracer la population, identifier les gens par leur visage, par leurs empreintes digitales, etc. Mais c'est le rêve de tous les pouvoirs depuis fort longtemps. Et voilà une occasion magnifique de pouvoir dire « mais c'est pour votre bien, c'est pour votre sécurité ». Alors on a l'exemple de la Chine, et nous on y va tout droit, même si on affiche la protection des données personnelles, c'est ça qui ne va pas. Alors on a voté des textes qui étaient quand même assez novateurs là-dessus. Et puis il y a une crise sanitaire et on y marche dessus. On croit que la technologie va tout résoudre, que ça soit, vous voyez, le défi climatique, que ça soit là, le défi sanitaire, mais avec la société de surveillance qui va à la clé. Depuis 2018 déjà, la Commission européenne travaillait à l'implémentation d'un certificat vaccinal électronique, comme on le voit sur ce document officiel. Le Covid n'a fait qu'accélérer les choses. En 2020, la Commission a lancé son certificat vert numérique. Faudrait-il envisager, face à l'urgence climatique, une gestion similaire à celle du Covid? L'idée d'un pass énergie fait son chemin. Ça serait sans doute une bonne chose pour la planète. Les vols low cost à moins de 20 €, ça n'est pas raisonnable. Mais c'est la manière dont les décisions s'imposent à nous qui est anormale. Il n'y a plus de débat. C'est pourquoi la Commission européenne va proposer une identité numérique sécurisée. Dans une même logique de sécurité et de contrôle, la Commission européenne et de grandes alliances privées poussent à une identification numérique unique pour chaque citoyen.
On nous présente évidemment le bon côté des choses, son côté pratique, de quoi sécuriser notre navigation sur la toile. Mais cette possibilité technique permettra aussi de suivre le moindre de nos comportements. Ce que nous achetons, ce que nous vendons, ce que nous communiquons, nos photos, la musique que nous écoutons, quels objets connectés nous possédons. Tout cela rassemblé sous un seul identifiant. On parle aussi de plus en plus de coffre-fort numériques où toutes nos données personnelles seront conservées. On en fait déjà la publicité dans les gares et les industriels sont prêts, comme on le voit dans cette publicité. Bonjour à tous, je vous présente Lucie, étudiante en psychologie. Et moi, son Digital ID Wallet, émis par le gouvernement pour offrir une large gamme de services d'identité. Je donne accès aux bonnes données à la bonne personne. J'ai également la confiance des pouvoirs publics pour mieux soutenir la transformation numérique, lutter contre l'usurpation d'identité et offrir des services publics performants et disponibles H24. Je suis le Thales Digital ID Wallet. La société Thales est active dans le domaine militaire. Je ne trouve pas ça très rassurant. Mais avec son application pour smartphone, Thales a déjà un train de retard, comme tu peux le découvrir dans ce reportage tourné en Suède. J'ai donc une puce implantée dans mon bras, que j'ai programmée de façon à ce que mon passe sanitaire soit sur la puce. Je pense que cela fait tout à fait partie de mon intégrité d'être pucé, de garder mes informations personnelles avec moi. J'ai l'impression d'avoir encore plus le contrôle en l'ayant dans ma propre main. Bien sûr, c'est quelque chose qui est très séduisant dans cette approche technocratique. Elle donne toujours l'impression qu'elle va rendre la vie plus facile. C'est toujours ce qu'elle promet. Vous n'aurez plus à chercher vos clés, vous n'aurez plus besoin de passeport. Tout sera joliment stocké dans une puce dans votre main. Vous ne pourrez plus la perdre, les portes s'ouvriront et ainsi de suite. Vous n'aurez plus besoin de payer, tout sera réglé pour vous et l'avenir semble radieux. Mais ce que nous constatons, étrangement, c'est qu'à chaque bond en avant de la technologie, chaque pas dans la direction d'une société technocratique, il y a davantage de gens qui se sentent déprimés, il y a davantage de suicides, il y a plus de gens qui souffrent de burn-out. Cela montre donc que cette vision technocratique de l'homme, cette vision mécaniste de l'homme dans le monde, est à bien des égards extrêmement naïve et ignore l'essence même de l'être humain. Pour ceux qui n'ont rien à se reprocher, comme toi, vivre dans une société de surveillance est plutôt rassurant. Tu n'auras plus à craindre les cambrioleurs, ils seront tracés jour et nuit. On saura à tout moment où tu te trouves pour pouvoir te secourir. En collaboration avec les opérateurs du net, les autorités pourront aussi limiter le temps que nos enfants passent sur des jeux en ligne ou restreindre l'accès à des vidéos illicites. Il sera possible de détecter rapidement les appels à la violence, le harcèlement, la désinformation. Mais qui va considérer qu'un comportement est addictif, qu'une information est subversive ou fausse? Quand on voit comment Google, Facebook ou Twitter imposent déjà leur ligne de conduite, bien au-delà du cadre fixé par la loi, et limitent la liberté d'expression, on est en droit de s'inquiéter. On arrive à Louvain et son université où travaillent ces fameux experts en virologie. Toi, tu n'as pas fait de spécialité, mais pour moi, tu étais le meilleur docteur du monde, après maman. Tu as connu quelques épidémies, comme la grippe de Hong Kong en 68. Te souviens-tu de celle de 2009? La grippe mexicaine appelée aussi H1N1. J'ai retrouvé ce sujet de TF1. Les critères scientifiques pour une pandémie de grippe sont réunis. L'OMS est accusée par certains d'avoir changé la définition et les critères d'une pandémie. Jusqu'en 2009, une pandémie devait être à la fois très contagieuse sur le plan géographique et très grave en nombre de morts. Désormais, la notion de mortalité n'est plus prise en compte pour le déclenchement officiel d'une pandémie. C'est également la déclaration officielle de pandémie qui a permis d'autoriser les vaccins au niveau européen selon une procédure exceptionnelle accélérée. C'est sur la déclaration de pandémie par l'OMS que le contrat va se déclencher, que la production de vaccins va pouvoir commencer. Je pense que la gravité d'une maladie doit jouer un rôle majeur dans la définition d'une pandémie.
Sinon, vous pouvez définir un simple rhume comme une pandémie et vacciner contre le rhume. Pendant l'épidémie de H1N1 en juin 2009, l'Express avait publié une chronique de Jacques Attali, intitulée « Avancé par peur ». Attali, écrivain et économiste, est l'éminence grise des présidents français depuis Mitterrand. Il avait écrit ceci. Une pandémie majeure ferait surgir la prise de conscience de la nécessité d'un altruisme au moins intéressé. On en viendra alors, beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule raison économique, à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. L'OMS préfigure aujourd'hui ce gouvernement mondial qui s'impose au motif de la santé et de la sécurité. En ce moment même, l'Assemblée mondiale de la santé entame un processus visant à élaborer un accord mondial historique sur la prévention des pandémies. Il s'agit d'un instrument international juridiquement contraignant, le second de toute l'histoire de l'OMS. Ce futur traité vise à élargir les prérogatives de l'organisation en cas de pandémie. Si ce traité est signé par notre pays, cela signifierait que la Belgique abandonne sa souveraineté et accorde à l'OMS le pouvoir d'imposer chez nous sa façon de gérer les pandémies. En clair, notre pays devrait se confiner comme le fait par exemple la Chine, si l'OMS décide que c'est la voie à suivre. Les 25 millions d'habitants de Shanghai ont été séquestrés pendant des semaines pour espérer atteindre zéro infection. Nous n'en sommes pas encore là, mais ce traité international, couplé à la loi pandémie déjà votée en Belgique, ouvre la porte à de possibles dérives totalitaires et à l'obligation vaccinale comme corollaire. Nous pourrions vivre perpétuellement sous la menace d'une épidémie, réelle ou redoutée. Cette vigilance sanitaire imposerait d'incessantes restrictions de nos libertés fondamentales. Le Conseil de l'Union européenne a déjà répondu favorablement à cette initiative de l'OMS. Son président, Charles Michel, est un grand promoteur du texte qui jouit déjà d'une belle campagne de communication. Nous avons proposé un traité international sur les pandémies enraciné dans la constitution de l'OMS. Ce traité ferait de l'OMS le siège d'une gouvernance mondiale non élue, en partenariat avec de grands acteurs privés. Sous couvert de fondations philanthropiques et de puissantes alliances, les firmes pharmaceutiques ont déjà pris le pouvoir à Genève en imposant leurs priorités. Souviens-toi de mon film Malaria Business. Il y a exactement 25 ans, les budgets de la OMS, les plus de 50%, étaient les contributions publiques obligatoires des pays membres de la OMS. Aujourd'hui, une vingtaine d'années après, il y a seulement les 18 ou 20% de contributions publiques, de telle façon que les secteurs privés, fondations comme la Fondation Bill et Melinda Gates, ont pris le contrôle de l'organisation. Comme en 2009 pour H1N1, l'OMS a d'emblée promu la vaccination pour mettre fin à la pandémie. J'ai pris contact avec le président Emmanuel Macron, la présidente Ursula von der Leyen et Melinda Gates pour soutenir le développement, la production et la distribution équitable de vaccins, tests et médicaments. Il me reste quelques minutes avant d'arriver à Bruxelles. Tu comprends maintenant pourquoi je tente d'alerter mes proches sur cette obligation vaccinale et le pass sanitaire qui en découle? C'est mettre le doigt dans un engrenage qui nous mènera vers une société de contrôle, où même notre intimité ne sera plus préservée. Mes amis me rétorquent que nous sommes déjà surveillés par une armada de caméras, tracés par nos cartes bancaires, par nos téléphones portables, par Google et Facebook. Oui, c'est vrai, mais nous avons encore le choix de refuser ce monde-là. Tu es d'ailleurs plus rebelle que moi, puisque tu n'as pas de GSM. J'ai hérité de toi ce pessimisme qui me fait redouter le pire. J'ai l'intuition que nos démocraties, nos sociétés, l'humanité même, sont poussées vers un avenir sur lequel nous n'avons plus de prise. Les personnes que j'ai rencontrées n'ont pas pour autant baissé les bras.
Je suis moins pessimiste que vous. Je pense qu'à un moment donné, les gens, la rigueur va revenir. Et on dira les choses un peu plus comme elles sont. Pour moi, c'est une très belle expérience. Elle devrait être analysée par des sociologues, par des psychologues sociaux, etc., pour que l'on tire vraiment ce qu'il y a moyen d'en tirer, non seulement sur un plan scientifique, mais également sur un plan de vie en société. Et donc, il faudra avoir le courage de faire renaître un débat quand on sera plus serein, mais je pense néanmoins que ce rouleau compresseur, qui est un vieux diesel qu'on appelle la démocratie, peut fonctionner. Regardez vos fondamentaux. Les fondamentaux, c'est la liberté. Cette tendance à la technocratie sera inévitable. Mais alors qu'un tel système va s'imposer à la société, il va aussi s'autodétruire. Nous devons en être conscients. Il faut continuer à s'exprimer et maintenir ouvert un certain espace pour les personnes qui ne veulent pas suivre le système. Nous n'aurons pas à détruire le système. Nous devons simplement attendre que le système s'autodétruise. On va vers un crédit social qui a ceci de particulier, c'est qu'on va trouver toutes les bonnes raisons du monde d'en faire quelque chose de profitable pour l'individu. Et on va expliquer que c'est comme ça qu'on vivra le plus vieux, le plus heureux, le plus... Vous finirez par rentrer au métro à la gare du Nord et on va vous dire « Ah non, vous ne pouvez pas aller dans le métro ». Pourquoi ? Parce que vous avez été détecté avec un peu de température au boloscope 3 jours avant. Voilà. C'est vers ça qu'on va. Maintenant, bon... Si c'est géré de façon parfaitement humaniste par des gens comme Voltaire ou Diderot, ce sera bien. Si c'est Vandenbroek qui gère ça, ce sera peut-être moins bien. Monsieur Brogeux, dans quelques instants, nous arrivons à Bruxelles, ce train fait la gare de Bruxelles Nord, Bruxelles Centrale et Bruxelles Midi. J'achève cette lettre en espérant qu'on puisse bientôt se reparler de vive voix. On me dit que je devrais te foutre la paix, que tu es un vieux monsieur qui n'a plus envie d'être bousculé. Mais ça n'a rien à voir avec ton âge. Je connais beaucoup de jeunes qui préfèrent ne pas se poser de questions, sans doute parce que les réponses pourraient être douloureuses à accepter. Je laisse le mot de la fin à Mark Twain. Il est plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu'ils ont été trompés. Je t'embrasse, sans masque.